Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 4 octobre, il est 18h, vous êtes sur Radio Verse et nous fêtons ensemble le retour de votre émission qui s'amuse à décrypter des sagas tout entières, télévisuelles, cinématographiques, parfois peut-être aussi jeux vidéo. J'ai nommé Cinépopée. Merci de nous retrouver pour une nouvelle saison après plus de 2 mois d'absence. Avec mon acolyte, nous allons vous entraîner encore une fois pendant une petite heure à travers un monde magique, un monde surnaturel et pourtant pas tant que cela. Mais tout d'abord, place aux présentations. Chris, comment ça va mon cher ami après tout ce temps sur cette émission bien évidemment? Bonsoir, ça va très bien. Je suis ravi de revenir pour une nouvelle saison de Cinépopée avec toi, l'érudit, le fantasmatique. Tiens, j'ai plus de syllabes. L'étonnant James. Pour ceux qui suivent un petit peu toutes nos émissions et notamment l'Instant Culte, effectivement, je m'amuse à toujours attribuer des petits adjectifs bien qualificatifs, plutôt sympathiques, quoique pas tout le temps, à Chris. Et je lui disais que moi, je n'en avais le droit à aucun et je vois qu'il a retenu la leçon. Merci mon cher Chris, ça me fait encore une fois bien plaisir. Je t'en prie. Ça me fait plaisir, plus à moi qu'à toi. Parfait. Bon, allez, on va repartir pour une année. Vous allez pouvoir nous retrouver tous les premiers samedis de chaque mois, comme l'année dernière, pour suivre une saga. Et nous allons commencer cette nouvelle saison par une saga qui a rythmé, je pense, notre enfance ou adolescence ou début d'année d'adulte à tous les deux, je pense. Ah, j'étais pas né. Ah, t'étais pas né, oui, sans doute, bien sûr. Tu étais encore, tu étais en préconception. Nous allons le dire comme ça. Voilà, exactement. Je n'étais pas là. Je ne sais pas où j'étais. Et je te propose une nouvelle chose, c'est que pour cette nouvelle émission, plutôt que d'écouter une bande-annonce, nous allons essayer de faire deviner à nos auditeurs par un pitch plutôt mauvais la saga dont nous allons parler aujourd'hui pour tester un petit peu leur culture cinématographique. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une très bonne idée, j'adore, vas-y. Eh ben écoute, je vais commencer, chers auditeurs, chères auditrices, c'est parti pour Cinépopée, saison 2. Ne pas réveiller le chat qui dort. Et ça, c'est le mot d'ordre de toute la saga dont nous allons parler, en tout cas pendant près d'1 heure aujourd'hui. C'est pourtant ce qu'un milliardaire va avoir fait un jour et il va vouloir se lancer dans une mission assez folle, une mission de clonage. Et à partir d'une simple goutte de sang, il va vouloir réveiller un petit peu le passé, je dirais, le passé. Et à travers ce passé va se révéler tout d'abord un parc d'attractions plutôt génial et puis finalement qui va prendre en grippe plusieurs protagonistes tout au long de l'histoire grâce à à cause plutôt à des bêtes féroces et sauvages. Et ça va donner lieu à une saga initiée en 93 et qui court encore, malheureusement ou heureusement, on va en débattre un peu, aujourd'hui. Alors, est-ce que vous l'aurez deviné ? De quoi allons-nous parler ce soir ? Chris, je te laisse la parole. À toi de nous dire ce que nous allons éclairer comme mystère aujourd'hui. Eh bien, c'est la saga initiée par Steven Spielberg, Jurassic Park. Exactement, en 1993, une saga, comme tu viens de le dire, initiée par Steven Spielberg, et puis avec au départ un casting assez fort, alors peut-être pas très connu pour l'époque, mais en tout cas qui va s'avérer être un casting pour la suite vraiment très bon, puisque que ce soit Sam Neill, Laura Dern ou encore Jeff Goldblum vont derrière faire plutôt de belles carrières, non ? Tu penses pas ? Oui, je le pense, et ce sont en plus de très bonnes actrices et acteurs. Notamment, moi, j'adore Laura Dern qui a fait d'excellents rôles tout au long de sa carrière, que ce soit au cinéma ou en télévision. Ah, c'est vrai que Laura Dern, très 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 bonne actrice. Après, moi, j'ai bien préféré dans cette saga plutôt Jeff Goldblum, homme plutôt de théâtre de base et qui va aussi performer au cinéma, mais qui fait beaucoup de scènes en tout cas sur Broadway et qui, je trouve, apporte un côté sombre, mais tout en étant humoristique à travers cette saga dans plusieurs opus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, c'est amusant que tu te dises ça, parce que moi, je trouve au contraire qu'il est très cabrotin sur la saga. Donc ça m'étonne pas que tu vois, inconsciemment, tu as dit que c'est un homme de théâtre, ça se sent à l'écran, quoi. Il est extrêmement cabotin. Ouais, tout à fait. Je te plus sois pour reprendre les mots que tu affectionnes tant. Bon, et ce que je te propose, c'est que on y aille en plusieurs temps à travers cette saga, parce qu'on a quand même 2 trilogies et une 3e initiée depuis quelques mois. Je te propose qu'on les prenne trilogie par trilogie pour suivre un petit peu l'évolution de cette saga à travers le grand écran. C'est parti. Une première trilogie donc initiée en 93, on l'a dit, par Steven Spielberg, avec le premier Jurassic Park, suivi quelques années plus tard de Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, et le Jurassic Park 3, où on va signer le retour d'une personne forte du casting. Chris, je te laisse commencer. Quelle petite analyse tu peux nous faire autour de cette première trilogie ?
Alors c'est dur, parce que on a un bon film et deux merdes, pour moi. Donc, Ça commence fort. Je vois que tu es en forme pour cette nouvelle saison. ouais, on a Jurassic Park, le premier du nom, qui est une claque visuelle, qui te prend sur le fauteuil. Moi, j'ai eu la chance de le voir à la sortie au cinéma, car oui, j'étais né. Et c'était vraiment énorme. Hein. La salle était scotchée. On poussait des hurlements. Bon, j'en fais trop là. Mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire. Oh, c'était vraiment une claque au cinéma de voir ce film. Ouais. Oui, non, mais on sait que tu es dans toute la finesse et tu n'es pas quelqu'un qui grossit les traits. Pas du tout. Non, jamais. J'aime en faire trop. Ouais, donc voilà, c'était vraiment un bon film, malgré des faiblesses. Hein, quand tu le regardes une deuxième fois, passer l'émerveillement de l'époque pour les effets spéciaux, bon, tu vois les petites faiblesses scénaristiques, mais tu les pardonnes parce que tu t'es embarqué dans un voyage dans un roller coaster qui te passionne. Et les deux autres, ils souffrent de deux problèmes. Je pense que le deuxième, il souffre d'un gros problème qui est Steven Spielberg lui-même. Ah, explique-toi. Steven Spielberg a commencé par vouloir faire le 2, mais entre-temps, il a tourné La Liste de Schindler. Et il trouvait que Jurassic Park n'était plus au niveau de ce qu'il était devenu avec La Liste de Schindler. Et que c'était beaucoup trop commercial. Il s'est désintéressé au fur et à mesure de la préparation de son propre film. Ce qui a fait que les défauts du premier, les faiblesses scénaristiques, ont été multipliés par 20 parce qu'il en avait plus rien à foutre. Ouais. Alors, je sais pas si on peut dire qu'il en avait plus rien à foutre, mais en tout cas, effectivement, on a quand même un premier opus qui est assez novateur en son genre, hein, et puis avec des effets spéciaux, quand même aujourd'hui, quand on le regarde, pour un film de 93, enfin, je veux dire, on s'y croirait. Des dinosaures en automate, hein, c'est pas de l'image de synthèse, il me semble, mais du coup, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très réaliste. Et dans le 2, on est dans une ère un peu nouvelle où l'effet spéciaux prend la place et le pas vraiment sur tout, et ça se ressent aussi. Après, je suis un peu plus nuancé que toi, c'est-à-dire que le 2 m'a un peu moins dérangé, mis à part quelques longueurs et une fin qui malheureusement va initier tout le reste à travers la série des décennies plus tard. Moi, c'est vraiment le 3 qui m'a vraiment déplu, et on le sent de toute façon. Moi, c'est ce que je reproche aussi à toutes ces sagas, hein, qui sont initiées par des réalisateurs. On peut prendre aussi la saga Terminator, et dès que ça change de réalisateur, ça change de ton, et on n'est plus du tout dans l'essence même en fait du premier volet. Ouais, effectivement, j'ai envie de changer, de mettre un peu d'eau dans le vin de mon jugement. C'est vrai que le 2 est quand même pas si mauvais que ça. Hein. Il y a des longueurs, tu l'as dit, d'accord. Par contre, le 3, c'est impardonnable, le 3, impardonnable. Est-ce que tu savais que le scénario était tellement nul, les répliques et les dialogues étaient tellement nuls que les acteurs faisaient des rencontres en pré-production eux-mêmes pour réécrire leur rôle et réécrire leur dialogue et étoffer un petit peu leur rôle. Alors non, ça c'est une sacrée info, mais c'est vraiment fort. Effectivement. Ben oui, quand c'est le travail des acteurs de faire ça, que tu travailles ton rôle, d'accord, mais il te faut une base. Ben là, il y avait vraiment zéro base sur le script. C'était j'ai envie de dire, c'était une chier, quoi. Ouais, puis dès le début, enfin, je veux dire, dès le premier pitch, j'ai envie de dire, le pitch du film, c'est assez compliqué. Ils reviennent sur une île pour aller chercher, je ne sais même plus quoi, tu vois, parce qu'il y a eu des progrès génétiques vis-à-vis d'autres dinosaures et des dinosaures, génétiquement, modifiés, mais dans une aile secrète de l'île dont on ne nous avait pas parlé au début. C'est d'ailleurs ce qui va créer la perte, je pense, de cette saga dans les décennies à venir. Mais voilà, on est vraiment sur un pitch mauvais. Là, alors que si on s'attarde vraiment sur le premier épisode, où on est vraiment dans l'esprit d'un milliardaire un peu fou qui sait pas quoi faire de son argent et qui finalement veut redynamiser l'excitation de par des choses disparues qu'il veut faire renaître, c'est pas si mauvais que ça. Et transformer cette idée de faire revenir à la vie des dinosaures en parc d'attractions, l'idée est plutôt folle et l'idée est plutôt bonne. Mais le problème, c'est que une histoire comme ça, on peut pas l'étirer sur du trop long terme. Ouais, et l'idée, on y croit. Moi, je crois qu'on pourra en faire renaître les dinosaures, un de ces quatre. Donc, moi, j'adhère au concept du film. Ce qui est amusant là, c'est que cette île secrète dans le troisième, elle existe dans le roman. Elle existe en tout cas dans la suite que Michael Crichton, ou Crichton, prononcez-le comme vous voulez, a écrit suite au succès du film et de son premier livre. Cette île existe dans le roman, donc ils sont inspirés de la suite du livre pour le Jurassic Park 2 et 3. Mais voilà, quand il n'y a pas de taf en amont, le résultat à l'écran est catastrophique. Ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est un peu le constat qu'on peut faire, en tout cas sur cette première trilogie, hein, à travers Jurassic Park, c'est que une suite était-elle nécessaire ?
nécessaire? Et ça, c'est une vraie question. Surtout que maintenant, on peut y répondre parce qu'on a eu la suite. Et on peut dire, enfin moi je peux dire avec force qu'à partir du 3, tout est parti en couille. Je pense que quelque chose sur la deuxième trilogie avait été initié de plutôt pas trop mauvais, qui après, encore une fois, s'est dégringolé. Mais c'est ce qui est fort, c'est que sur la première trilogie, on a un film qui lance vraiment le décor. Et du coup, c'est plutôt pas mauvais. C'est même plutôt très bon parce que ça fait un film plutôt fantastique et en tout cas qui reste dans les mémoires, pardon. Et puis derrière, on veut absolument en faire des suites. Et ça, c'est le problème aussi hollywoodien. Quand on fait de l'argent, il faut toujours qu'on continue. On ne sait pas s'arrêter à temps. On laisse tomber le projet et quelques années plus tard, on repart sur une deuxième trilogie. Bon, c'était l'air un peu aussi de Star Wars 7, c'est-à-dire qu'on prend le 1, on fait un copier-coller avec des nouveaux personnages, mais la magie marche plutôt bien, et puis après on refait encore la descente aux enfers qu'on a connue sur la première trilogie. Et par contre, là sur la dernière trilogie initiée avec le premier film qui est sorti il y a peu, on en parlera juste tout à l'heure, mais là par contre on a un film complètement catastrophique. Est-ce que tu veux dire pour toi que Jurassic World, le premier de la deuxième trilogie, est un bon film ? Alors je dirais pas un bon film, mais je dirais qu'il relance quand même une certaine magie à travers l'œuvre de Jurassic Park, quelque chose de pas très novateur parce qu'on reprend le même chose. On reprend un parc d'attractions plutôt dans les années 2020, plutôt actuel, 20 ans plus tard. On reprend l'idée qui est pas mauvaise. Et moi, ce que j'ai aimé, c'était plutôt la psychologie du personnage principal, joué par Chris Pratt dans la deuxième, qui lui se veut maintenant dompteur et donc un peu dans l'air du temps en fait avec ce qu'on sait faire avec le recul quand on commence à apprivoiser des animaux, on peut se dire dompteur et j'ai trouvé plutôt bon ce côté-là et ce lien qui va le nouer avec certains dinosaures et on va voir plus tard qui vont l'aider. J'ai quand même bien aimé cet aspect-là. Ouh là là, alors moi, c'est ça que j'ai détesté dans le film. Ah oui. C'est-à-dire que le personnage de Chris Pratt, qui était un ancien navy, un ancien militaire de l'armée américaine, et qui se reconvertit expert en dinosaures, dresseur de mouches, dresseur de puces au cirque Pinder. J'ai envie de dire, ok, y a quoi d'autre à la télé, quoi. Son personnage est ridicule. Le mec, il dresse des animaux ultra dangereux en apposant la main comme si c'était Jésus. Calme-toi, je suis là pour ton bien. Oh, regarde ma main. C'est ridicule. L'affiche d'ailleurs est ridicule. Il est sur une moto en mode badass BG, entouré de dinosaures qui semblent courir avec lui à côté de sa moto. Genre, on va tous sauver le monde. L'affiche est ridicule, le film est ridicule et le personnage est à chier. Ah bah ouais, tu vois, moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est le seul point qui sauve un peu le film et qui le rend un peu différent. C'est cette humanité qu'on va aussi chercher chez le dinosaure et qu'au final, c'est un être vivant comme un autre et qui peut réussir à se dompter et à développer des sentiments envers les personnes qui vraiment veulent prendre soin de lui. Alors cette humanisation, elle fait pour moi la catastrophe de la saga et la catastrophe de tout scénario. C'est-à-dire qu'on veut maintenant que tous les animaux, c'est du Disney quoi. On veut que tous les animaux ressemblent aux humains et aient les mêmes émotions, les mêmes sentiments, qui choisissent un camp. Est-ce qu'ils ce sont des gentils animaux, est-ce que ce sont des animaux méchants, est-ce qu'ils vont te manger, est-ce qu'ils vont t'aider? C'est Disney à Hollywood. Disney World. C'est Disney Hollywood. Oui, c'est un petit peu ça. De toute façon, déjà, quand tu vois le casting, on prend un Chris Pratt qui est à son apothéose, en tout cas, en termes de cinéma hollywoodien, après le succès des Gardiens de la Galaxie, et on en fait un héros de cette saga. Et cette tendance, elle est sur tous les films. C'est-à-dire que même sur le 4e, j'anticipe un petit peu, on va retrouver ainsi un petit dinosaure mignon qui est tellement mignon, tellement gentil, achetez nos peluches. Ça commence avec Jurassic World 4. C'est nul, quoi, je suis désolé. Après, ça reste quand même encore une saga qui fait de l'entrée, qui fait du pognon et qui fait venir des gens en salle. Je suis désolé, les mauvais films peuvent aussi engendrer des recettes. Star Wars 7, qui est une ressucée du 4, ça a fait recette. Jurassic World, qui est une ressucée du Jurassic Park 93, ça a fait des recettes. Et c'est deux films nuls. Oui, de toute façon, ils surfent sur la nostalgie du spectateur. Et effectivement, regarde, quand Jurassic Park est sorti, on était des gamins, des adolescents, des prépubères. Et puis aujourd'hui, on est des hommes un peu plus accomplis. Enfin, je parle surtout pour moi. Ça, tu peux pas dire. Je suis désolé. Non, je plaisante. Et aujourd'hui, on surfe sur notre nostalgie. Et c'est un peu le problème aussi d'Hollywood aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de nouvelles idées et qu'on va toujours surfer sur des nostalgies. Regarde, quand Jurassic World 4, donc le premier de la deuxième trilogie est sorti, qu'est-ce que t'as fait? Dans les 2 jours où il est sorti, t'étais au cinéma?
Effectivement, tout à fait, je te le concède aisément. Tu l'as trouvé mauvais, et puis quand le 5 est sorti, tu t'es dit oh, je vais quand même aller le voir. Oui, effectivement, je suis d'accord et je suis allé voir le 5. Je plaide coupable. Et puis le 6, et puis le 7. Enfin, de toute façon, hein, on est conditionné là-dessus. C'est-à-dire que on sait que ça va être un film plutôt mauvais par rapport au génie du premier film. Et au-delà de ça, on va quand même aller le voir parce qu'on a la nostalgie, parce qu'on espère y voir un caméo d'un personnage. Et ça, c'est tout le problème du cinéma hollywoodien aujourd'hui. C'est qu'il y a très, très, très peu de nouvelles écritures et de nouvelles créations. Oui, mais je l'ai toujours dit, hein, nous, spectateurs, nous sommes complices de la merde qu'on nous jette devant l'écran. Ouais, exactement. Tout à fait. Mais bon, et si on avait des choses quand même, si on revient aller un petit peu en arrière, nous aussi, on va revenir à l'ère jurassique en 1993. Cette première trilogie, et notamment le premier film, parce qu'on va surtout s'attarder sur le premier film, effectivement, c'est quand même celui qui a lancé la saga et celui qui relève un peu du génie, parce que c'était un peu un pari fou de faire un film là-dessus. On avait quand même un savant mélange d'humour, d'action, d'horreur un peu aussi, et de peur, hein, de chasse à l'homme, avec cette scène, moi, qui restera tout le temps mémorable, cette scène dans la cantine des vélociraptors qui poursuivent les enfants. Oui, le premier film, il est truffé de séquences cultes. Hein. Le premier film, il pourrait même faire partie d'un épisode à part de l'instant culte. Ça, c'est clair que ce premier film est culte. Ouais, complètement. Ce film est culte et on adore le voir et le revoir. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ce film-là n'a pas pris une ride. Autant les autres films ont pris des rides, les effets spéciaux certes sont de mieux en mieux, mais on y croit moins. Avec des dinosaures en images de synthèse, on y croit moins qu'avec des automates de l'époque. Oui, effectivement, à l'image, ça ne passe plus, mais surtout le scénario, il est indigeste. C'est ça le plus gros problème, c'est qu'à force de passer le scénario à la machine et de le rendre plus blanc que blanc pour ne choquer personne et pour vendre des peluches, on se retrouve avec quelque chose qui tient même pas sur un timbre-poste. Et c'est notre faute. Ce que moi je trouve le plus risible, c'est que tout au long de la saga, en fait, les scénaristes sont obligés de trouver un élément déclencheur pour créer ce problème au niveau d'un parc du Jurassique. Dans le premier film, c'est très bien exploité parce que on a de la vente d'ADN qui veut être effectuée pour aller sur le marché noir, et on a un être humain qui est complètement influençable, qui lui veut se faire son argent, et c'est là où on voit toute la noirceur de l'être humain. Et je trouve que c'est une belle analogie aussi de la part de Steven Spielberg, c'est que aujourd'hui, même s'il y a des gens qui veulent vous faire rêver, on aura toujours des gens qui voudront détourner ce que vous êtes en train de créer pour en faire leur propre business. Et c'est de là où tout part, parce que du coup, il crée une rupture d'électricité, qui du coup crée un problème dans le parc. Et je trouve que c'était intelligemment mené. Par contre, quand on regarde tous les autres épisodes, et notamment le dernier, mon Dieu, et là j'ai pensé à toi, hein, et j'ai vraiment pensé à toi. Au niveau plaçage de produits, aujourd'hui on a un Jurassic Park 7 qui vient de sortir, donc, et là on va la nommer avec Scarlett Johansson, hein, encore une fois issue en tout cas de l'écurie Disney, notamment avec son rôle de Black Widow dans la saga Marvel. Aujourd'hui, le film, il tient à quoi ? Il tient à un mec un peu fort, malheureusement, qui pense qu'à bouffer, et au final, qui bouffe un Snickers, qui fait tomber le papier, et sans le papier de Snickers, tout ce qui va arriver par la suite ne serait jamais arrivé. C'est dramatique. J'ai pensé à toi, à ce placement de produit, et je sais même pas comment, quand on est scénariste aujourd'hui, en 2025, on peut se dire, allez, on va amener à une catastrophe, et pour ça, on va faire manger un mec qui est un peu fort, un Snickers, il va faire tomber son papier, ça va se mettre dans la soufflerie, et du coup, ça va créer un gros problème sur l'île. C'est pas du tout intelligent, en fait. Non, c'est pas intelligent, c'est pas croyable, c'est pas fin, mais on a perdu la finesse dans les scénarios à Hollywood depuis pas mal de temps. Et oui, le film est catastrophique parce qu'il y a facilité scénaristique sur facilité scénaristique, et t'as l'impression que c'est des gamins qui ont écrit le scénario. Ils se rendent compte qu'à un moment donné, tous les personnages sont éparpillés. Ils n'ont pas l'ADN qu'ils ont qu'un pétrodactyle, il me semble, a volé. Et en 5 secondes à l'écran, hein, tous les personnages se retrouvent au même endroit. Alors, il y en a qui descendent des escaliers, ils se retrouvent avec les autres. Un autre descend en rappel, tu sais pas comment, comment parce qu'il y avait pas assez de cordes, mais elle arrive quand même à descendre en rappel. Un autre saute d'homme d'une falaise, mais heureusement il est pas mort parce qu'il est amoindri dans sa chute par des branches énormes et par une petite flaque d'eau, hein, même pas un lac, hein, une petite flaque d'eau, donc il ne meurt pas.
Et bam, qu'est-ce qui se passe à la fin quand tout le monde est réuni? Le gentil petit oiseau qui en fait est méchant, trouve le moyen de faire tomber leur ADN mais pile sur leurs pieds, quoi, pile. Il y a même pas quasiment, il y a même pas besoin de se baisser pour ramasser le schlimblick. Donc c'est pas possible. Et je parle même pas de la scène qui est censée nous mettre les poils avec la petite fille cachée sous le craft. Alors ça c'est un vrai scandale. C'est-à-dire que pour s'échapper, ils doivent avoir un bateau. Et ils se rendent compte que dans une scène, le dinosaure est en train de déchiqueter quasiment de déchiqueter le bateau. Et donc ils se retrouvent, ils arrivent à échapper, mais ils n'ont plus de bateau. Et tout d'un coup, le bateau, par miracle, paf, il sort de l'eau, mais comme si c'était un geyser. Quel super! Heureusement, Dieu est avec nous. On a encore le bateau. Et mordu par un dinosaure de 15 mètres de haut et il est même pas percé le bateau gonflable. Hein. C'est fort. Hein. Oui. Tu sais pas en quelle matière ils ont fait ça, hein, en peau de dinosaure si ça se trouve. Mais non, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Tu vois, ça c'est vraiment l'évolution de toute la saga Jurassic Park. C'est que et là je vais défendre quand même la première trilogie, c'est qu'on n'a pas de grosses scènes d'action avec des choses complètement improbables. Allez, à part la Jeep dans le premier qui dévale la falaise et qui est retenue aussi par des arbres, mais c'est plutôt bien fait, c'est quand même réaliste. Et plus ça avance dans le temps, et notamment à partir de la deuxième trilogie, on a des courses-poursuites en moto, tu en parlais tout à l'heure de Chris Pratt, qui te fait 3 saltos sur sa moto pour arriver sur le dos d'un dinosaure et puis faire du surf sur sa queue. Là, on a une Scarlett Johansson, mais alors du grand n'importe quoi. Enfin voilà, oui, c'est ça, c'est ce que tu disais. Hein. Elle va sauter d'une falaise et puis du coup, au dernier moment, elle va déplier son t-shirt, ça va lui faire un micro-parachute et puis elle va arriver sur la pointe des pieds, telle une danseuse étoile. Et en fait, c'est vraiment l'escalade en fait d'Hollywood qui d'un produit de base, un produit brut est plutôt cohérent parce que au final, comme tu le disais tout à l'heure, si ça se trouve demain on va réussir à ressusciter les dinosaures et ça reste quelque chose de cohérent ce qui se passe. Et là, on arrive vers encore une fois des gens qui sont censés être ordinaires, mais qui finalement sont des super-héros, quoi. Oui, mais ça fait partie, je pense, d'une javelisation de Hollywood et des blockbusters depuis une décennie. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à des scénarios qui tiennent sur un timbre-poste, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des facilités scénaristiques, des personnages caricaturaux, et qu'en plus, nous complices, on va prendre notre petit billet pour aller voir ces horreurs, que lorsque sort un film un petit peu caméra d'épaule, avec un petit peu une volonté arty, mais qui nous raconte une histoire de fasciste, tel Anora, par exemple, de Sean Baker qui est un réalisateur fasciste total, hein. On en reparlera peut-être une autre fois, c'est pas le moment d'en parler. On applaudit et on lui donne la palme d'or. C'est comme Eddington, hein, qui est sorti il y a pas longtemps. Le mec est incapable de préciser sa pensée et de nous dire le message du film, fasciste ou pas fasciste. Mais on applaudit quand même. Allez, bravo, super film. On est en train de devenir des cons, hein. Je suis désolé, hein. Oh là là, on a notre Chris qui s'emballe là, on a notre Chris qui se révolte. Tout ça à cause d'une saga avec des dinosaures quand même, hein, tu te rends compte, hein, c'est fou. Hein. Mais et au-delà de ça, même si les films sont mauvais, tu passes pas un mauvais moment, c'est-à-dire que tu vas voir les films, par souci, on l'a dit tout à l'heure, générationnel et par nostalgie, et tu vois pas le temps passer, quoi. Mais c'est là où c'est encore pire, c'est qu'en fait, on arrive tellement à t'abrutir que du coup, tu as l'impression de passer un bon moment. Ouais, on est en train de devenir l'humanité décrite dans Wall-E. Oui, exactement. Mais c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. Nourrir au divertissement, et les gens peuvent bien mourir dans les pays d'à côté, c'est pas grave. Nous, on a Marvel qui sort. C'est exactement ça, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi je ris, car ce n'est pas du tout drôle. Ok, est-ce que tu as une autre analyse, autre chose à dire à propos de ces sagas, de cette saga, pardon, et de ces différentes trilogies Jurassic Park, parce que c'est là où c'est triste, hein, c'est qu'en plus le dernier sorti avec Scarlett Johansson a tellement fait un succès au box-office que encore une fois, on va avoir le droit à une trilogie et que 2 autres volets sont d'ores et déjà lancés. Ouais, je peux dire que la vraie leçon de tous ces films-là, c'est ne faites pas d'enfants. Ils font chier, il faut toujours aller les sauver, c'est insupportable les gosses. Donc n'en faites pas, ou alors ne les amenez pas dans un parc à dinosaures. Arrêtez vos conneries. Ouais, c'est ça. Ah mais ça encore une fois, c'est encore l'incongru et le paroxysme de ces scénarios ridicules. C'est que effectivement, ça arrive une fois. Pas 2. Et puis, il faut le dire aussi, hein, dans le dernier, on a quand même un monde qui vit avec les dinosaures aussi. Hein.
Oui, mais tu vois, ça c'est un point intéressant. Mais c'est balayé. Et oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on pourrait partir d'une base comme ça, où dans le New York d'aujourd'hui, il y a des chasseurs de primes ou pour coller à l'actualité, des gens qui au contraire, même si les dinosaures sont revenus, vont en faire un trafic et du coup vont essayer vont essayer d'anéantir la race, comme on peut voir aujourd'hui dans des sujets actuels où on a des espèces d'animaux qui disparaissent à cause du braconnage. Mais c'est qu'on n'a même pas ça en fait dans les Jurassic Park. C'est vraiment, il faut toujours aller isoler. On part d'un constat où aujourd'hui on vit avec des dinosaures, mais non, on va quand même se mettre sur une île où personne ne nous voit et où tout sera caché. Enfin, je veux dire, c'est que ça n'a pas d'intérêt. Il faudrait faire évoluer justement les personnages dans le monde d'aujourd'hui avec des récits réels qui pourraient exister si demain on se retrouvait à vivre en communauté avec les dinosaures. Ouais, et là, tout ça, on l'aura pas vu. Non, on l'aura pas vu, on le balaye et je pense qu'on ne le verra jamais parce que ils en parlent à chaque fois dans les films, hein, que ce soit la première trilogie, parce que la première trilogie, à la fin du 2, on a le T-Rex qui est dans New York à la façon un peu de King Kong. Dans la deuxième trilogie, et du coup c'est pareil, là dans le manoir, on voit les dinosaures qui s'échappent et du coup qui vivent un peu dans le 3 parmi les humains, mais encore une fois, on va aller chercher autre chose. Et puis là, c'est exactement la même chose avec la nouvelle trilogie, donc c'est ridicule et c'est dommage. Et pour autant, ça reste divertissant. Allez, est-ce qu'on passe à la suite, Chris? Allez, en avant. Allez, en avant, et on va parler un petit peu presse, justement pour savoir si on a des critiques un peu what the fuck et savoir ce que pense la presse de l'évolution justement de Jurassic Park. Oui, j'ai choisi 2 critiques. Une qui va revenir sur le personnage de Scarlett Johansson, parce que je pense que qu'il a été écrit comme une tentative d'excuse, mais je m'expliquerai tout à l'heure. Et une critique pour Jurassic World, qui a été est publié dans la Libre Belgique sous la plume de Fernand Denis, et qui, je trouve, résume parfaitement ce qu'est devenu la saga. C'est une poussive copie carbone, donc sous-entendu du premier, du Jurassic Park originel, qui frise très souvent la comédie involontaire, et le seul dessein de Jurassic World est de refaire passer les fans à la caisse avec un supplément 3D totalement superflu. Et je trouve que c'est parfaitement résumé, ça résume un petit peu ce qu'on a dit. C'est parfaitement résumé et ça va crescendo du numéro 2 au numéro 7. Exactement, tout à fait. Et la deuxième critique que j'ai choisie, c'est une critique qui est parue aux États-Unis dans un journal qui s'appelle The Daily Beast. C'est Marlo Stern qui l'écrit. Et j'ai pris cette critique-là parce qu'elle m'a fait penser à Scarlett Johansson dans le set, qui se veut un peu une femme badass, qui prend des décisions, qui agit comme un homme dans l'imaginaire hollywoodien. Et je pense que c'est lié au personnage féminin de la deuxième trilogie. Je vais citer Marlon Stern, justement. Et Marlo dit que le film, donc le 4, c'est un film de gâchis, bête et sexiste, et elle parle de l'évolution de la femme qui, de chef de corporation froide et égoïste, devient une épouse et une mère attentionnée. Là on a la petite morale chrétienne, la petite morale catho des États-Unis, c'est que une femme ne peut être bonne et avoir de la valeur qu'en étant une épouse et une mère. C'est à vomir, enfin pour moi, c'est à vomir, et je trouve qu'en plus ils ont raison, quoi. Il y a la raison de cette critique, c'est exactement ça le personnage du film, et je trouve ça triste de résumer le parcours et la valeur du personnage féminin. Elle devient enfin une femme parce que elle fait gaffe à ses enfants et elle fait gaffe à son mari. C'est un peu ce que je reprochais à Barbie. Barbie, ça se termine par je suis une femme, je vais voir mon gynéco. Donc sous-entendu, les trans ne sont pas des femmes. Ah oui. Bon, écoute, que veux-tu que l'on réponde à ça? Ah rien, j'ai un peu tout mélangé, mais je suis auto-énervé. On a vu. Allez, je te propose de te détendre un peu et il est temps de jouer un peu sur cette saga, savoir si on peut s'apprendre des choses ou se coller autour de quelques questions. C'est parti. Bien sûr, j'ai 2 chiffres pour toi. Allez Chris, une fois et n'est pas coutume, galanterie oblige, je te laisse la parole. 1990, 1,5 million. J'en doutais pas, mais je vais te coller, je vais les avoir ces chiffres. 1990, 1,5 million. De dollars. 1,5 million de dollars. Est-ce que ça a à voir avec le livre à l'origine de la saga ou pas? Ouais, t'es sur une bonne piste. Bon, c'est quoi? C'est la sortie du livre, justement, Tu refroidis. dont s'est inspiré Spielberg, et ça s'est vendu pour 1,5 million de dollars, ou alors ils ont acquis les droits du livre en 90 pour 1,5 million de dollars?
Bingo, bravo. Il a acheté les droits du livre pour 1,5 million, plus bien entendu des royalties sur les recettes du film. Évidemment, enfin du film, de la saga même, j'ose De la imaginer. saga, oui. Donc là, ouais, l'écrivain doit être aux anges, lui. Lui, il doit être content quand il y en a un 7e, un 8e, un 12e qui sort. Ah, lui, il s'en fout de la qualité. Ouais, c'est clair. Lui, il doit pas se plaindre. Ouais. Remarque, moi, j'aurais écrit Jurassic Park, ça me ferait chier d'avoir de la merde. Oui. Bah, étant donné que le premier n'était pas tant de la merde que ça, peut-être que pas, mais puis après, de toute façon, tu sais que ton œuvre, quand elle passe entre les mains des manias d'Hollywood, malheureusement, elle est détériorée. On repartira pas sur Harry Potter parce qu'on va pouvoir se faire des ennemis si on ose toucher au wokisme, mais voilà, parfois, on peut ne pas en penser moins. Exactement. Tu as vu la nouvelle info sur Harry Potter? On digresse un peu. Voldemort sera Voldemort. Ouais, exactement. Joué potentiellement par une femme. Ah, là, j'avoue que, alors tu vois, moi, je suis le genre, quand on met la petite sirène, Ariel, c'est une femme métisse, mais aucun problème. Enfin, je veux dire, j'ai pas de souci avec ça. Pas de souci à ce que on donne plus de rôles à des personnes issues de la minorité. Je trouve ça très bien. Mais là, d'aller toucher à une œuvre, et je ne veux pas rentrer dans le débat de qui est J.K. Rowling, car je ne partage pas ses opinions, mais c'est quand même gros. Tu vois, s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est comme quand on pensait pendant un temps à remplacer James Bond par une femme pour dire James Bond peut aussi être une femme. Non, James Bond ne peut pas être une femme. 007 peut être ne peut pas être une femme, mais on peut imaginer un autre personnage qui prend le relais, mais il y a des choses auxquelles je pense qu'il ne faut pas toucher. Et un Voldemort qui se transforme, comme tu dis, en Voldemort, je le comprends pas. Oui, parce que ça touche à l'essence même du personnage. Le personnage de 007, c'est un macho qui baise à tout va et un militaire, etc. Donc c'est effectivement le personnage, il a été écrit, j'allais dire pour un homme, mais en étant en homme, quoi. Le transformer en femme, c'est plus James Bond. C'est Atomic Blonde, un film. Oui. Qui est très bon film d'ailleurs. Voilà, ou les drôles de dames, quoi. C'est pas James Bond. Pareil pour Voldemort. Voldemort, il est aussi Voldemort parce qu'il a des biais de pensée d'homme, quoi. Et Voldemort femme, ce sera pas la même. Il peut pas agir de la même façon. Et je trouve ça bête, effectivement aussi. Ouais. Mais bon, ceci n'est pas le sujet. Continuons de jouer. Et moi, j'ai une question un peu plus légère pour toi. Il faut savoir que pendant le tournage des deux premiers volets de Jurassic Park, ça doit être le film où on a utilisé le plus de serviettes et de sèche-cheveux. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors ça, c'est énorme. C'était pour sécher quelque chose. Exactement. C'était pour sécher les animaux troniques. Exactement, tout à fait. Très très bonne déduction. Oui, les dinosaures conçus grâce à des effets spéciaux numériques, mais souvent dans les deux premiers par des animatroniques. C'est à partir vraiment du 3e et du 4e où on est à fond sur de l'image de synthèse. Les créatures robotisées et animées mécaniquement présentaient quand même quelques inconvénients, et notamment leur fonctionnement était entravé dès qu'il pleuvait trop. Donc voilà, des mouvements saccadés, des mâchoires qui tenaient plus en place, et donc il fallait les sécher à l'aide de serviettes et de sèche-cheveux avant de pouvoir reprendre le tournage. Ah, c'est fou ça. Super, je savais pas. Allez, à toi. Steven Spielberg au début ne voulait pas tourner Jurassic Park, premier du nom, mais il y a été obligé. Pourquoi? Il ne voulait pas Jurassic Park premier du nom? Non, il ne voulait pas le tourner. Ça a été, t'as peut-être amorcé un peu, mais est-ce que le studio ne l'a pas imposé s'il voulait derrière avoir des fonds pour la liste de Schindler? Excellent, tout à fait. Ça m'étonne pas. Sans Jurassic Park, il n'aurait pas pu tourner la liste de Schindler, pardon. Ça, c'est dramatique aussi quand même. Ouais, parce que on a parlé de la liste de Schindler dans l'instant culte. C'est un excellent, c'est un film culte, c'est un excellent film. Et se dire que il n'aurait peut-être pas existé s'il avait décidé de ne pas faire Jurassic Park, on finance pas. Je trouve ça triste, quoi. Et bête. Allez, oui, tu as raison. À moi, et j'ai des questions un peu plus légères que toi quand même, qui soulèvent en tout cas moins de débats. Si je te dis une corde de guitare cachée sous un tableau de bord donne naissance à l'une des scènes, peut-être, en tout cas à l'une des prises de vue la plus remarquable de la série. Est-ce que tu saurais me retrouver ça? Est-ce que c'est la Jeep qui fonce dans les arbres? Pas du tout. Dans le premier ou c'est un autre, non? C'est dans le premier, mais ça n'est pas cette scène-là. Une corde de guitare cachée sous un tableau de bord. Est-ce que ça a été utilisé en guise de signal?
Ça a été utilisé en guise de résonance pour donner un effet à quelque chose qui donne un très bel effet visuel en tout cas et qui marque l'une des scènes les plus cultes en tout cas de Jurassic Park. Ça se passe bien dans la Jeep. Parce que forcément, tu te dis tableau de bord, la corde est cachée sous le tableau de bord de la Jeep, mais en actionnant cette corde, ça fait quelque chose. Alors j'imagine que c'est dans la scène où il découvre pour la première fois des dinosaures. Pas exactement. C'est dans la scène de nuit où le T-Rex va arriver. Mais comment sait-on que le T-Rex arrive ? Ok, alors je donne ma langue au chat parce que là, je vois pas du tout. Oh, quand même, quand le T-Rex arrive, comment ils s'aperçoivent que le T-Rex arrive ? Parce que le sol tremble. Et qu'est-ce que... C'est le plus bel effet visuel, moi, je trouve, de Jurassic Park. Hein. Donc ça a été utilisé pour faire ouvrir le capot, etc. Pour le faire trembler ? Pour faire trembler, oui, le tableau de bord. Et qu'est-ce qui était sur le tableau de bord et qui, à la vue du personnage de Jeff Goldblum, justement, quand le personnage de Jeff Goldblum voit ça, il se dit, waouh, là, il va se passer quelque chose. Ah, c'est le petit personnage... oui. La petite haïtienne, là, normalement, qui bouge, là, mais... C'est pas ça. À côté de la Tahitienne, il y a quoi ? Ah ben, je bug, là, je sais pas. Mais un verre d'eau. Il y a le verre d'eau et le verre d'eau avec les flaques qui se déplacent. Bravo, c'est une colle que j'aurais pu éviter. Ah, cette scène, elle est mémorable quand même, cette scène de l'eau qui se déplace comme dans une flaque d'eau quand le sol tremble avec les je sais pas comment on appelle ça, mais l'eau qui s'écarte en petites vaguelettes. Oui, tu as raison, mais ça m'a échappé. Je pensais tout à fait à autre chose, j'étais bloqué sur autre chose. Et question subsidiaire, est-ce que tu sais comment Spielberg a eu cette idée ? C'est à cause d'un mec qui mangeait un Snickers qui est arrivé derrière lui. Non, pas du tout. Il est con, putain. Non, pas du tout. C'était en écoutant un morceau du groupe Earth, Wind & Fire dont les basses ont fait trembler les vitres de sa voiture. Et donc, du coup, il s'est dit, ce serait pas mal ça, un effet comme ça quand t'es dans la voiture. Et donc, il a eu l'idée de poser ce verre d'eau et en faisant résonner la corde de guitare sous le tableau de bord, ça a créé des ondes. Voilà, des ondes au niveau de l'eau. Ah ben bravo Steven. À toi. Oui, en quoi Titanic a influencé Jurassic Park ? Titanic influencé Jurassic Park. Je vais te donner un indice, Jurassic Park est sorti avant Titanic. Et pourtant, Titanic a influencé Jurassic Park. Mon Dieu, comment est-ce possible ? Ah, Titanic, la vraie histoire du Titanic alors. Oui. Le film de James Cameron. Ah, le film, pas la vraie histoire. Oh non, pardon, pas la vraie histoire, le film de James Cameron. Je parle bien du film. J'en ai aucune idée là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ta question, je crois. Non, eh bien, je n'ai pas la réponse. Mais ça a inspiré une ressortie de Jurassic Park en 3D. Parce que Steven Spielberg a vu Titanic en 3D et il s'est dit « Ah, c'est génial, on va refaire Jurassic Park en 3D. » Et donc, on a eu une autre sortie de Jurassic Park adaptée en 3D. D'accord. Passionnant. Ouais. Allez, moi j'ai une dernière question pour toi et ça va être une question un vrai ou faux. T'as une chance sur deux. Vrai ou faux ? Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de recréer des dinosaures grâce à la technique utilisée dans Jurassic Park ? Si tu te rappelles déjà de la technique, bien évidemment. Oui, de les mixer avec notre ADN pour compléter, c'est bien ça ? Un moustique coincé dans une pierre d'ambre qui avait piqué un dinosaure. Et du coup, grâce à ça, ils ont récupéré l'ADN du dinosaure. Eh bien, je dis faux. Eh bien, tu dis faux. Et pourtant, tout à l'heure, tu étais convaincu que c'était possible de recréer des dinosaures. Enfin, ou que ce le sera. Oui, mais pas avec la technique du film. Ouais, non, effectivement, pas avec la technique du film, mais peut-être même avec aucune autre. Hein. D'ailleurs, je réduis à néant tes espoirs, mais aucune autre technique. Hein. Les experts sont unanimes. Même si l'œuvre a été supervisée par un paléontologue, et il est aujourd'hui impossible d'utiliser du sang absorbé par un moustique de l'ère du Crétacé pour en récupérer un ADN. C'est strictement impossible. Même en trouvant un morceau d'ambre de cette époque, l'insecte qui est emprisonné en fait à l'intérieur, il aura probablement disparu, ne laissant que son empreinte, mais à aucun moment le sang. Ok, super. Ben, on y arrivera, mais d'une autre façon, t'inquiète. Ok, peut-être que c'est toi qui seras l'investigateur de tout ça. Tu seras le nouveau Josh Hammond ? Ouais, ou le mec que Sneakers. Parfait, merci beaucoup mon cher Chris. Allez, maintenant il est temps de passer à la suite.
Allez, pour cette reprise, on va vous épargner le fait de classer les films dans l'ordre, parce que je pense que il est clair, hein, de ton préféré à ton pire. J'ai envie de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme moi. Ouais, en fait, moi, c'est 1 et tout le reste à la poubelle. Non, tout à l'heure, tu m'as dit que le 2, tu étais quand même un petit peu plus nuancé. Bon, d'accord, le 1, 2 et tout le reste à la poubelle. 1, 2, tout le reste à la poubelle. Mais pour autant, tu vas les voir à chaque fois. Bref, ne recommençons pas là-dessus. Non, ce qu'on vous propose aujourd'hui, maintenant, c'est de se dire what's next? Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Et là, c'est Chris qui va nous répondre. Est-ce que tu as quelques infos sur ce qui potentiellement va sortir ou est déjà sorti autour de cet univers Jurassic Park? Eh bien, mon cher James, tu peux sortir le bâton parce qu'une fois n'est pas coutume, j'ai complètement oublié cette partie de l'émission. Et je ne l'ai pas préparé. Et heureusement que je suis là quand même pour rattraper tes erreurs. Mais oui, une fois n'est pas coutume, hein. J'ai l'habitude et je sais avec qui je travaille. Bon, déjà, sans surprise, hein, on a une nouvelle trilogie qui est initiée, donc il faut s'attendre à voir débarquer dans les prochaines années un épisode 8 et un épisode 9 de Jurassic World Nouvelle Ère. Je pense que tu iras les voir. Non, pas de couteau dans la plaie. Non, moi ce que j'aimerais saluer par contre, c'est une série d'animation que vous pouvez retrouver sur Netflix, Jurassic Park, l'ère du cétacé, je crois qu'elle s'appelle, de mémoire. Et je trouve que un peu comme on avait eu, je sais pas si tu te souviens de la série animée Jumanji qui avait été faite autour du film Jumanji. Alors, je ne l'ai jamais vu. Et ben voilà, je trouve qu'on a cette légèreté, on est vraiment sur une série qui est orientée enfant et on se prend pas la tête, on se prend moins la tête que dans un film. C'est une série assez légère, vraiment orientée enfant, mais qui en tout cas fait du baume au corps. Et je trouve qu'en fait c'est là où Hollywood a tort, même s'ils font de l'argent, hein, et je les comprends. Mais c'est qu'aujourd'hui, je pense que quand on a un film culte comme ça, comme est sorti Jurassic Park, il faut pas se dire forcément tiens il faut faire un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais par contre avoir des choses un peu plus dérivées comme une série autour de ça, et notamment cette série animée que vous pouvez retrouver sur Netflix, et ben ça, je trouve que c'est plus intelligent parce on continue de faire rêver les enfants, et si on est vraiment nostalgique, on peut aller y jeter un œil et faire un petit tour. Ouais, je te plus sois. Allez, il est temps de passer à la dernière partie de l'émission, et ensuite, malheureusement, il sera temps de se quitter. Allez, c'est notre séquence sur les théories autour de la saga que nous explorons durant Cinépopée. Bon, j'ai envie de dire, sur Jurassic Park, il n'y a pas vraiment de grosses théories. On n'est pas comme sur d'autres sagas où on peut imaginer des théories autour des personnages. Parce que là, encore une fois, peut-être dû justement au non-génie de la part des scénaristes, ça ne soulève aucune théorie, hein. On est vraiment sur un produit brut qu'on regarde bêtement. On pose notre cerveau comme dans Wall-E, tu le disais tout à l'heure, et puis on voit des dinosaures qui attaquent des êtres humains. J'ai quand même trouvé quelque chose que j'ai trouvé un peu amusant. Et la théorie concerne également les Dents de la Mer. Et il paraîtrait que les Dents de la Mer et Jurassic Park se dérouleraient en réalité dans le même univers. Et en gros, la théorie dit que la raison pour laquelle le grand requin blanc des Dents de la Mer a l'air et se comporte de manière si différente et étrange d'un vrai grand requin blanc qu'on peut connaître, hein, et que ces requins sont en fait les premières expériences génétiques d'InGen, hein, la société de clonage de John Hammond. Ah, c'est super ça, j'aime bien quand ça fait le lien avec d'autres films, j'adhère à fond. Ouais, voilà, et notamment d'autres œuvres, en tout cas du même réalisateur. J'ai trouvé ça assez amusant. Voilà, ils vont un peu plus loin en disant que avant de bidouiller l'ADN des dinosaures et de les cloner, hein, ils ont bidouillé l'ADN d'animaux qui existaient déjà, et ils ont mélangé avec des génomes préhistoriques. Donc c'est pour ça qu'on aurait effectivement un requin beaucoup plus haineux et peut-être beaucoup plus imposant que ce qu'on pourrait trouver à l'époque pour aller cadrer peut-être un peu plus vers un mégalodon. Ah j'adore cette théorie, je la valide. Ouais, merci, c'est gentil à toi. Allez Chris, est-ce que tu as autre chose à nous dire ou que tu veux partager sur Jurassic Park? Non, pas du tout. Par contre, je vous enjoins à rester avec nous parce que tout de suite après la fin de la diffusion de cette émission, on passe en direct live. On prendra le micro en direct live. Donc, si vous êtes sur la radio, radioverse.fr, restez-y. On passe en direct sous peu. Restez-y, on passe en direct. Hein, c'est une grande première, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, on va s'amuser comme des petits fous. Et surtout, il faut le dire Chris, hein, soyons
soyons très honnêtes. Vous ne pouvez nous appeler car une ligne est ouverte. Vous pourrez réagir directement si vous le souhaitez. Pourquoi pas à l'émission consacrée autour de Jurassic Park. Mais surtout, vous allez pouvoir tenter de jouer à un jeu car nous lançons notre premier jeu et que nous lançons, on commence directement par ça à 19h, les tronches de l'art. Les tronches de l'art, L''ART. On va jouer autour du 7e art, mais pas que. On va se consacrer sur les 8 arts qui existent à travers le monde, la sculpture, la bande dessinée, l'écriture, un peu tout ça. Donc on vous attend, ne lâchez pas l'antenne surtout et n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant. Chris. Et le numéro, c'est le 07 61 03 42 94. Je répète, 07 61 03 42 94. Allez, merci Chris. C'est ainsi que se finit cette reprise de Cinépopée. On espère que vous avez vibré avec nous sur cette émission consacrée à la saga Jurassic Park. Et on se retrouve tout de suite sur Radioverse en direct pour quelques émissions jusqu'à peu près minuit, 1h du matin. C'est ça, Chris ? Eh bien, surprise. Super, merci Chris pour cette précision. Chers auditeurs, chères auditrices, à très bientôt. Merci de nous suivre, continuez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à liker en tout cas nos pages Instagram et autres réseaux sociaux. Et d'ici là, n'oubliez pas, Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. Bienvenue à Jurassic Park.